Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Jean Moreau, le coprésident du mouvement Impact France avec Eva, que je laisse se présenter. Bienvenue. Donc, effectivement, je suis Eva Sadoun. Je suis coprésidente également du mouvement Impact France et entrepreneur, patron militant, hein, comme on l'a décrit sur cette conférence. Pour nous, notre objectif et moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est effectivement de renouveler la notion du patronat, de l'employeur et d'avoir en fait des entreprises qui correspondent à la société dans laquelle on a envie de vivre, qui sont des micro-sociétés dans laquelle en fait l'égalité, l'équité et l'écologie sont au cœur. Donc je le fais à travers mon entreprise Lita dans le domaine de la finance, avec pour objectif de recréer des circuits courts dans le domaine financier, de reconnecter les investisseurs et l'économie réelle. Et puis dans le cas d'une autre entreprise qui s'appelle Rift, qui a pour objectif effectivement de comprendre les impacts écologiques de l'épargne et des flux financiers, qui travaille sur la data. Donc plutôt tech for good, et je suis une entreprise sociale avec mes entreprises, hein, ESUS, comme on dit, parce qu'on respecte du coup des critères dont on parlera pendant cette table ronde. Et Jean, et toi, que Eh fais-tu? bien, moi, j'ai également deux petits bébés comme toi qui sont tous les deux dans l'anti-gaspillage alimentaire. J'ai une première entreprise qui s'appelle Phoenix, qui est une start-up pareil de la tech for good qui a vocation à donner une seconde vie aux invendus, soit en faisant du don aux associations caritatives, soit en faisant de la revente à petit prix sur une appli anti-gaspi que vous pouvez tous télécharger, l'appli Phoenix. Et par ailleurs, j'ai un autre business à impact plus traditionnel, qui est un réseau de magasins qui s'appelle les épiceries Nous Anti-Gaspi. Et on a une quinzaine de points de vente maintenant qui sont dans l'ouest, de Cherbourg à Rennes, en passant par Nantes, et 3 à Paris, et qui font de la revente de produits déclassés, difformes, hors calibre, fin de série, fin de produit, voilà, des produits qui auraient été détruits et qu'on revend dans ces magasins-là. Heureusement, on n'est pas que deux patrons engagés au mouvement Impact France. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, hein, on est sur la bonne voie, pour rassembler les patrons militants et les structures engagées, peu importe leur forme juridique, hein. On a des associations, des coopératives, des SAS agrément ESUS, et en tout cas, ça fonctionne. On est très content avec Eva de la dynamique du mouvement depuis 10 ans, parce qu'on n'a pas créé ce mouvement, on l'a repris. Auparavant, il s'appelait le mouvement des entrepreneurs sociaux. On a changé de nom il y a un an, mais depuis, ça se passe bien pour les dynamiques qu'on porte. Il y a un gros dynamisme. On est maintenant plus de 3500 dirigeants d'entreprise à impact, tous déterminés à opérer un changement via nos structures, qui ont vocation à faire autre chose que juste du chiffre d'affaires, mais contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Et juste pour vous donner quelques noms, si la bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de la logique de pionnier pour devenir une forme de norme et embarquer avec nous des entreprises qui pèsent. Alors, on est très content d'avoir Aigle et la Maïf autour de la table aujourd'hui. Mais il y en a à côté d'eux des grosses locomotives du mouvement comme la Biocoop, le Bon Coin, le Slip français, Yuka, Enercop, enfin, pas mal d'entreprises emblématiques, la Croix-Rouge aussi, le groupe SOS. Donc là, on est très fiers. Très bien, on va rentrer dans le vif du sujet du coup. Donc effectivement, on est très content parce qu'on voit cette dynamique, hein, d'engagement dans la bouche des employeurs, dans la bouche des sociétés se développe, hein. Bon, on met du verre partout. Les gens commencent à comprendre que la transition écologique, notamment, hein, est un sujet à mettre au cœur et sur lequel il faut communiquer. Effectivement, on a une crise qui nous attend et qu'il va falloir trouver un moyen que nos entreprises soient résilientes que ce soit à l'appauvrissement de certaines ressources ou à la protection de la biodiversité, parce que la réglementation va aussi dépasser l'économie bientôt et va encadrer en fait ces entreprises. Sauf que malheureusement, pour l'instant, il y a trop de déclarations d'intention et pas assez d'actes concrets et transparents. On manque en fait de transparence dans ces entreprises-là. On ne sait pas vraiment quand une entreprise va communiquer sur tel produit ou gamme verte, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que ça veut dire qu'elle arrête de produire à l'autre bout du monde? Est-ce que ça veut dire qu'elle a des engagements pour complètement changer sa chaîne de valeur? Est-ce que ça veut dire qu'elle partage équitablement sa valeur? Les mots durabilité, équité, etc. sont à toutes les sauces et on a besoin de réelle transparence pour permettre ensuite de créer des cadres incitants pour qu'un entrepreneur demain ait tout intérêt à produire localement, à réduire ses inégalités sociales et écologiques et avoir un très fort impact positif à la société, que
l'entreprise devienne le mode de transition de nos sociétés. On ne peut plus attendre car la crise arrive, et surtout dans un scénario comme post-Covid où la crise économique aussi sera au cœur des préoccupations, donc les questions sociales seront aussi au cœur. Donc il faut effectivement des politiques publiques ambitieuses aussi pour accompagner cette transition. On pense que ça passera par les entreprises, mais aussi par des politiques publiques ambitieuses pour accompagner et aider les dirigeants dans ces transitions-là, si tant est que l'État a toujours ce rôle de boussole de l'intérêt général. Voilà pour l'intro, on a assez parlé, on va plutôt mettre en lumière nos deux intervenants de choc de cette table ronde. Donc j'ai l'honneur de présenter Pascal Demurger, même si c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, le patron de la Maïf, l'assureur militant. Donc Pascal, vous êtes diplômé de l'ENA, bravo pour ça. Et puis vous avez quitté la fonction publique en 2002 pour rejoindre le groupe Maïf. Au départ comme conseiller à la direction générale, et puis ensuite en prenant le poste de DG de la Maïf depuis maintenant un peu plus de 10 ans, 2009. Donc comme je le disais, on ne vous présente plus, vous êtes un patron militant qui a modernisé la Maïf, la structure, tout en préservant la culture historique du groupe, notamment dans son attachement à la relation au client qui caractérise la marque. On est très content de vous avoir au mouvement Impact France depuis peu, puisque c'est une marque iconique et un groupe qui représente plus de 8000 salariés. Donc, on montre que voilà, les sujets d'impact changent d'échelle, qu'on n'est plus juste entre pionniers de petite taille, mais que maintenant, les gros groupes s'en emparent. Et vous avez amené la Maïf vers le statut d'entreprise à mission. On y reviendra peut-être. En tout cas, c'était un bon premier pas pour concilier éthique et performance. Alors, on aura quelques questions pour vous. Moi, je vais commencer par la première. Enfin, déjà, vous laisser peut-être vous présenter, faire un propos introductif. Et puis ensuite, j'aurai une question sur le rôle des pouvoirs publics dans la transition sociale et écologique. Pour vous, quel est-il? Est-ce qu'il doit être locomotive, voiture-balai? Quelle est un peu votre vision du rôle de l'État dans cette transition? Super, bon programme. Merci beaucoup Eva et Jean. Et merci Jean pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors oui, deux mots de présentation de la Maïf, même si je pense que c'est une marque qui est connue. La Maïf, c'est une mutuelle d'assurance qui est pas une start-up. Elle a été créée en 1934, donc elle a 87 ans. C'est une mutuelle ancienne qui, effectivement, on a 8000 salariés. On assure à peu près 3,5 millions de ménages en France. Et la Maïf a une tradition renforcée ces dernières années, effectivement, d'engagement, de recherche d'impact positif. Et je pense que la Maïf est reconnue pour ça, pour cet engagement. D'ailleurs, notre signature assureur militant en témoigne. Alors, le rôle des pouvoirs publics, vous le disiez tout à l'heure, Jean, je crois, il y a effectivement de plus en plus de dirigeants engagés. On le voit avec le succès d'Impact France. Pourquoi? Parce que les dirigeants sentent bien qu'il y a une attente sociale qui est extrêmement forte, qui s'exprime de la part des salariés, de la part des consommateurs, et qui font pression sur l'entreprise pour qu'elle s'engage de manière sincère et réelle. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui se rendent compte que au fond, on peut construire véritablement un business model, un modèle économique autour du fait que l'engagement nourrit la performance de l'entreprise. Moi, j'en suis convaincu. Et toute la stratégie de la Maïf est construite autour de cette idée. Non seulement l'engagement est évidemment un impératif moral, un impératif politique compte tenu des enjeux auxquels on fait face, mais en plus, je crois que ça peut être bénéfique et heureusement, et tant mieux, pour la performance de l'entreprise. Ceci étant, il y a des freins qui sont extrêmement forts, et en particulier, ça ne produit généralement des résultats que à moyen ou long terme. Lorsque, je ne sais pas si on prend des exemples concrets, lorsque la Maïf, il y a 1 an, décide de rembourser à ses assurés leur prime d'assurance automobile correspondant à la période du confinement, parce qu'on se dit on ne va pas garder l'argent des primes d'assurance alors qu'il n'y a plus d'accidents de voiture, par hypothèse, puisque les gens sont confinés, ça coûte 100 millions d'euros. Lorsque la Maïf décide de restructurer totalement la filière de ce qu'on appelle les ébavistes, les ferrailleurs,
pour pouvoir extraire des pièces de carrosserie d'occasion, hein, et faire en sorte que d'utiliser de préférence des pièces d'occasion plutôt que des pièces neuves, évidemment à conditions identiques, hein, de sécurité, d'esthétique, etc. C'est évidemment bénéfique pour la planète, mais il y a un investissement relativement lourd de restructuration de l'ensemble de la filière. On pourrait multiplier les exemples. À chaque fois, évidemment, que l'on s'engage, le plus souvent, ça nécessite un investissement, une dépense. Je crois que quasiment tout le temps, c'est in fine rentable et ça nourrit effectivement la performance, mais en tout cas, à court terme, ça nécessite un investissement. Or, on sait bien que les actionnaires, et en particulier les fonds de pension et a fortiori les fonds activistes, ont une vision hyper court-termiste, hyper financière, exclusivement financière et hyper court-termiste. Et donc, il y a un moment où, effectivement, il y a des freins au développement de l'engagement. On l'a vu d'ailleurs récemment, hein, avec l'affaire Danone, hein, si Emmanuel Faber se fait éjecter de son poste à la tête de Danone, c'est aussi du fait de l'intervention de fonds activistes qui réclamaient des résultats de court terme qui soient meilleurs. Et donc, je pense en effet que pour surmonter ces freins, surmonter ces difficultés et vraiment obtenir des entreprises qu'elles soient beaucoup plus nombreuses à s'engager réellement, je pense que l'État a un rôle à jouer, un rôle d'accompagnement sur au moins deux terrains. D'abord son terrain normal, j'allais dire, hein, c'est-à-dire le terrain des politiques publiques, et c'est toute la question de ce que l'on appelle généralement, alors c'est un mot un peu barbare, mais ce que l'on appelle généralement la conditionnalité des politiques publiques. Moi, je pense que l'État, lorsqu'il décide d'une politique à l'égard des entreprises, une politique fiscale par exemple, ou une politique d'aide, ou une politique de commande publique, les marchés publics, je pense que l'État ne doit pas traiter de manière identique les entreprises selon qu'elles s'engagent ou qu'elles ne s'engagent pas. Il n'est pas normal que la même fiscalité s'applique à des entreprises qui polluent, à des entreprises qui font un effort pour diminuer leurs émissions de CO2. Il n'est pas normal que la fiscalité soit identique à l'égard d'une entreprise qui essaye de maintenir de l'emploi localement ou à une entreprise qui délocalise et va faire travailler des enfants à l'autre bout de la planète. Je ne suis pas certain qu'il soit normal qu'une entreprise qui, la même année, distribue des dividendes à ses actionnaires et réalise un plan social, ne voit pas ces dividendes fortement imposés. Je ne crois pas qu'il soit normal que lorsque l'État, ou n'importe quelle collectivité publique d'ailleurs, lance un marché public, il ne tienne pas compte des conditions environnementales, sociales, en tant qu'employeur, contribuable, les conditions dans lesquelles l'entreprise va répondre à cette commande publique. Et je pense que l'impact social, l'impact environnemental ou le comportement fiscal doivent être systématiquement des critères de choix des entreprises avec lesquelles l'État va contracter. On pourrait multiplier les exemples, on voit bien l'idée en tout cas de conditionner, d'adapter les différentes politiques publiques au comportement réel de l'entreprise. Ça, c'est son premier, me semble-t-il, levier d'action, hein, qui est puissant, qui est efficace, hein, qui peut vraiment changer les choses. Et puis le second, c'est d'aider à ce que les consommateurs dispose d'une information fiable sur la réalité du comportement des entreprises. Aujourd'hui, on voit multiplier au sein des entreprises des raisons d'être avec des objectifs généralement de communication, de marketing ou autres. Et la réalité de l'engagement de l'entreprise est beaucoup plus sujet à caution. Alors,
On a vu l'initiative, par exemple, d'Olivia Grégoire, qui lance une plateforme de recueil d'informations sur l'ESG, le comportement des entreprises. Je crois que c'est un premier pas. Je pense qu'il faut aller plus loin et qu'on a besoin d'un outil qui soit à la fois très, très simple, très visuel, une sorte d'équivalent d'un Yuka ou d'un Nutri-Score, et qui permettent effectivement assez facilement aux consommateurs, au fond, d'avoir une idée sur la réalité du comportement de l'entreprise. Alors, on a vu qu'Impact France est en train de développer et met à disposition ce premier outil. Moi, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Enfin, c'est vraiment une très, très bonne chose. Je pense que demain, il y a place pour finalement la juxtaposition d'initiatives du type de celle d'Impact France dans la création d'outils de ce type-là, reposant sur une information fiabilisée par les pouvoirs publics, rendue obligatoire par les pouvoirs publics et certifiée en quelque sorte par les pouvoirs publics pour que ces outils vraiment aillent chercher à la source des informations qui soient fiables. Voilà peut-être un petit peu longuement, moi, ce que je crois sur le rôle de l'État dans l'émergence, le développement et au final la généralisation de comportements plus vertueux au sein des entreprises et que ce ne soit pas seulement dépendant des convictions des dirigeants parce qu'autrement on n'ira jamais suffisamment vite. Jean, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Merci beaucoup. Vas-y, Eva, toi. Pardon, bonjour. Merci beaucoup pour ces. Vous avez parfaitement résumé et on est complètement aligné au mouvement Impact France avec l'ensemble des choses que vous avez évoquées, que ce soit effectivement d'un point de vue du consommateur, parce que ça passera par la relance d'une consommation durable, ou que ce soit d'un point de vue effectivement de l'entreprise au sein de l'entreprise et de sa fiscalité et de comment en fait aujourd'hui on pourrait effectivement prendre en considération ces critères et ces impacts. Le mouvement Impact France effectivement a travaillé à développer l'Impact Score, qui a pour objectif de mettre des indicateurs, notamment certains qui font partie de la plateforme Impact du gouvernement, en y rajoutant des indicateurs d'impact, donc d'utilité à proprement parler, pour effectivement que ces indicateurs puissent être intégrés à un index qui effectivement aurait l'objectif que vous avez présenté, un objectif tel que le Nutri-Score, de pouvoir donner une clé de lecture au pouvoir public et aux consommateurs, parce que sans quoi le consommateur ne se fiera qu'au packaging et puis le pouvoir public ne se fiera qu'à son expertise. Et effectivement, il faudrait que l'autorité publique puisse avoir ce rôle de contrôle. Donc, depuis 3 ans, avec 30 réseaux d'entreprises, on milite à mettre en place cet indicateur, cet index, qui utiliserait effectivement des critères qui font partie de l'Impact Score, qui prend pour exemple effectivement l'index égalité femmes-hommes, l'égalité professionnelle, qui est un index qui est un mécanisme très intéressant, qui a pu être un mécanisme incitatif, déjà un mécanisme auto-évaluateur, et puis ensuite un mécanisme qui permet de scorer, de définir une trajectoire avec des ambitions derrière à proprement parler, et on aimerait effectivement dupliquer l'index égalité femmes-hommes avec des critères écologiques et sociaux, avec un réel index social et écologique. Donc, c'est une annonce qu'on va faire fin juin en vous présentant ça. Jean, peut-être que tu voulais, avant que je puisse passer à Sandrine, aussi affiner ce propos. Eh bien, merci Eva, je vais me permettre de faire cela, effectivement. Je veux bien qu'on affiche la slide en question. Alors, on a fait une proposition qui va dans ce sens, absolument. On a fait une proposition pour un index qui a été, non pas fait maison, mais en collaboration avec pas mal de parties prenantes, et notamment tous les réseaux partenaires qu'on remercie ici, toutes les émissions, les Bicorp, l'UDS, enfin tous nos amis de l'écosystème au sens large. Et donc, on a construit une démarche qui tourne autour de 20 actions qui sont assises sur 5 piliers. C'est un référentiel qu'on appelle l'Impact Score, dont on est très fiers chez Phoenix, et au Impact France, et qui a probablement inspiré d'autres décisions récentes. Très vite, en fait, comment on définit l'impact au sein du mouvement par 4 critères. 2 qui sont plutôt des critères externes, ce qu'on appelle des externalités positives, donc qui sont assez intuitifs, auxquels on pense souvent, c'est-à-dire l'impact social
et l'impact environnemental de l'entreprise. C'est très important que ce soit capturé dans notre impact score. Et puis, il y a deux piliers qui sont peut-être moins intuitifs pour le grand public, mais qui sont très importants dans ce qu'on entend incarner avec Eva et tout le mouvement en termes de gestion d'entreprise plutôt de l'intérieur. C'est, troisièmement, donc, le partage du pouvoir. Une gouvernance peut-être plus éclairée que ce qu'on a pu connaître dans l'entreprise traditionnelle, moins verticale, avec une relation patronat-salariat moins caricaturale, plus dans la codécision, l'intelligence collective et la consultation des parties prenantes. Et donc après le partage du pouvoir, le dernier pilier interne qui est très important pour nous, c'est le partage de la richesse, le partage de la valeur créée, que celle-ci soit répartie de façon plus équitable que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, que la valeur ne soit pas capturée par quelques investisseurs, que le capital ait peut-être moins de poids dans ça, et qu'il y ait une répartition plus juste entre les salariés, les dirigeants, les entrepreneurs qui prennent le risque, les financeurs qui prennent le risque aussi, mais qu'on rebatte un peu les cartes. En tout cas, nous, on milite pour ça. Et c'est en ça qu'on incarne une vision alternative à l'entreprise traditionnelle, et on pense qu'il y a la place pour inventer un nouveau récit et réinventer à la fois le rôle de l'entreprise et sa façon de fonctionner de l'intérieur. Je pense que Sandrine en parlera très bien. Exactement. Donc, effectivement, on va interroger Sandrine Conseiller, qui est du coup une dirigeante d'entreprise très positionnée sur ces enjeux. Donc, diplômée de Neoma Business School, elle passe à peu près plus de 20 ans au sein du groupe Unilever, où elle a évolué du brand management à la vice-présidence. Puis ensuite, elle a rejoint le groupe Lacoste pour prendre depuis 2019 la place de directrice CEO de Aigle. Aigle, qui est une maison qui incarne vraiment ce qu'on peut faire en matière de transition et qui récemment a pris des engagements très forts en termes de mission, dont elle parlera peut-être mieux que moi, mais c'est vrai que c'est bien quand quelqu'un d'autre présente la mission, ça fait moi j'ai moins marketing, entre guillemets. Donc, c'est des engagements très forts de concevoir des produits durables, et on sait que sur une entreprise comme Aigle, ça demande énormément de changements et de transition en termes de chaîne de valeur, de sélectionner ses fournisseurs selon des pactes, le pacte notamment UN Global Compact, d'encourager les comportements écologiques aussi au sein des lieux de travail et de sensibiliser à l'économie circulaire. Donc, bonjour Sandrine Conseiller. Bonjour Eva. Bonjour Jean. Bonjour. Pascal. Du coup, peut-être que vous voulez déjà en dire un peu plus sur effectivement ces engagements, et puis je vais démarrer aussi avec une question, vous pourrez faire le lien. Donc déjà, en fait, en quoi, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, en quoi l'index égalité femmes-hommes pour vous a été utile, et qu'est-ce que vous pensez effectivement de la mise en place d'un nouvel index, et comment pour une entreprise comme Aigle, ça peut réellement avoir un impact? Ouais, merci Eva pour l'intro. Quelques mots sur Aigle, même si normalement, si les statistiques sont justes sur un public français, c'est une marque que tout le monde connaît, puisque c'est une marque qui est présente dans 70% des foyers français, avec les fameuses bottes qui sont liées à la liberté qu'on avait tous quand on était jeunes et qu'on peut retrouver quand on les chausse. C'est une marque qui existe depuis 167 ans, donc elle n'est pas jeune dans sa genèse. Moi, je suis une jeune dirigeante avec mon équipe sur cette marque, et ce qui est intéressant, c'est quand on s'est penché sur son histoire, et c'est ce qu'il faut faire quand on arrive évidemment sur une marque patrimoniale, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est une marque qui pratique ce qu'on appelle aujourd'hui la mode durable depuis sa création, à une époque où sans doute ce mot, c'est même certain, n'existait pas. Et c'est donc finalement une façon de faire, et donc des engagements qu'on a voulu renforcer avec effectivement une série de mesures que vous avez soulignées, Eva, et qui se sont, je dirais, incarnées dans le fait qu'on soit devenu société à mission en début d'année, donc voté à l'unanimité par nos actionnaires, avec également une présence du corps social pendant cette assemblée générale où on a décidé de ce changement de statut. C'était pour nous très important. C'est assez singulier pour une ETI française, puisque on sait qu'aujourd'hui, il y a seulement 9% de TI qui sont dans les sociétés à mission, seulement 9% de TI, et dont seulement 5% dans le textile. Donc c'est vrai que c'est un engagement fort qu'on a pris. C'est aussi un engagement qui pour nous est porteur de valeur. On est convaincus que continuer à faire finalement ce que fait la société depuis sa création, c'est-à-dire produire des vêtements durables, être dans la mode, mais de façon durable, ce sera aussi créateur de valeur pour le futur, et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie.
Alors sur les index, on y est évidemment favorable parce que, comme l'a dit Pascal, hein, on sait que, en tout cas dans le textile, plus de 80% des clients voudraient en savoir plus sur les produits. Tout le monde parle du green et moi je trouve que c'est une bonne chose, mais simplement c'est vrai qu'il faut donner des clés de lecture parce que cet engagement, il a un coût. Il a un coût, d'abord j'ai envie de dire humain, parce que ça demande à nos équipes une énorme transformation des façons de faire, hein, ne serait-ce que sur le sourcing des matières, mais il y a également beaucoup d'autres exemples sur la façon de faire du textile qui doit changer. Et puis simplement parce que il faut s'y retrouver et pouvoir, en tant que client, agir quand on achète un vêtement. Donc effectivement, tout à fait favorable à un index. Alors, c'est vrai que finalement, aujourd'hui, des index, il n'en existe pas vraiment. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder l'index égalité homme-femme, parce qu'il a été pas mal décrié au départ, en particulier par les ETI, dont Aigle fait partie. Et finalement, nous, on l'a trouvé très, très utile. Pour en parler brièvement, Egg, c'est plutôt une boîte assez paritaire, parce que moi-même, je suis dirigeante. Mon comité exécutif est totalement paritaire. Il y a même de la diversité, ce qui est assez rare pour une ETI française, mais qui correspond aussi à nos clients, puisque la moitié de notre chiffre d'affaires est fait en Asie. Donc voilà, on a des Asiatiques au comité exécutif, ce qui paraît assez logique. Et finalement, quand on a calculé pour la première fois l'index Pénico, on a été surpris. On n'était que à 83. Et c'est là qu'un index est utile parce qu'il permet non seulement une mesure, mais de l'action. Et on s'est rendu compte que sur un des critères, il y en a 5, comme vous le savez, sur le critère retour de congé mat, on n'était pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des actions en place, hein, tout simplement pour accompagner les collaboratrices en retour de congé de maternité, les accompagner dans leur prise de poste financièrement, puisque c'est ça que mesure l'index. Mais au-delà de l'index, finalement, on a mis d'autres mesures en place pour que ce retour se passe bien. Et finalement, quand on a recalculé, cette année, on est à 97. Donc, je trouve que c'est une bonne illustration de se dire que finalement, ce qui pouvait paraître une contrainte au départ, une complexité, on l'a utilisé non seulement pour mesurer, mais pour agir et in fine, avoir finalement un pôle de collaborateurs qui soit plus heureux chez nous et finalement une boîte qui fonctionne mieux. Donc, c'est là que les index sont utiles. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, je suis complètement favorable à des index plus généraux sur les engagements des entreprises et évidemment partante pour être dans les pilotes de l'impact score. Merci beaucoup pour cette première intervention. Par rapport effectivement à ce qu'on disait, notamment autour du rôle des pouvoirs publics, comme pour une ETI comme Egg, du coup, qui est effectivement une dimension internationale, qui est effectivement sujet à différentes typologies de réglementation, etc. C'est vrai que souvent, quand on défend, au-delà parfois du frein idéologique à proprement parler, il arrive que quand on défend effectivement une réglementation locale, on nous rétorque, et ce qui est assez normal, que effectivement une entreprise ne peut pas penser son modèle qu'à l'échelle d'une seule réglementation à l'échelle européenne. Quel regard vous portez sur l'impact que peut avoir la puissance publique et qu'est-ce que vous attendez effectivement des décideurs pour aider ou pas l'entreprise Aigle à faire sa transition? C'est une question évidemment centrale, effectivement, parce qu'elle a dit avec le score d'impact qui a été récemment proposé par Olivia Grégoire, on est à fond dans cette question-là. Moi, je suis assez partie prenante du fait que les pouvoirs publics puissent imposer, comme on vient d'en parler pour l'index égalité hommes-femmes, un index plus général qui va mesurer nos engagements. En tant que TI, ça va nous demander pas mal de travail avec une bande passante relativement limitée. On est 1600 chez Aigle pour faire tourner une maison qui est dans 20 pays. Donc voilà, ça fait une assez grosse bande passante pour chacun. Mais si le législateur, j'ai envie de dire, se mêle de nos affaires parce que on pense que c'est vertueux pour nous et pour nos clients, ce serait intéressant de se poser une question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises à être plus vertueuses. Je vais vous donner un exemple hyper simple et hyper concret, tout à fait dans la problématique Change Now. On a parlé beaucoup de la forêt, en particulier hier après-midi pour ceux qui étaient là avec Reforest Action. Donc, si ce week-end, vous décidez d'acquérir une paire de bottes pour aller marcher en forêt et sentir un petit peu plus près des problématiques de la biodiversité, si vous achetez une paire de bottes faite en caoutchouc naturel, 1 grande par règle, ou une paire de bottes en plastique injectée faite en Chine, vous allez diviser votre empreinte carbone par 2 ou la multiplier par 2 en fonction du choix que vous faites. Ça, c'est votre choix de client. Nous, en tant qu'entreprise, nous n'aurons aucune incitation à être plus vertueux.
C'est-à-dire que la finance publique aujourd'hui est finalement de façon unilatérale apportée aux entreprises, qu'elles soient vertueuses ou non. Et c'est vrai que pour une société de la taille de Aigle, ce serait important d'être aidé par la finance publique pour être plus vertueux. De la même façon, on peut multiplier les exemples. On produit aujourd'hui des bottes enfants, on les vend à des clients chinois. Plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, je le disais, on les vend à des clients français. Si on choisit de rapatrier la production plus proche des lieux de consommation pour baisser notre empreinte carbone, ça fait partie de nos engagements, moins 46% à 2030. Si on choisit de le faire, on va rapatrier une partie de la production en France. Et d'ailleurs, on est parti pour le faire. Aujourd'hui, on n'a aucune incitation pour le faire. Donc, on va créer de l'emploi en France. On est en train de former, parce que pour pouvoir le faire d'ici 1 à 2 ans, il faut former aujourd'hui. D'ailleurs, des bots, les premiers pilotes vont sortir dès l'hiver prochain. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation. Et je pense que si le législateur se penche sur le fait de mettre en place des index, qui est un très bon premier pas, il faut se poser la question de ce qu'on en fait et d'aider les entreprises qui décident de s'engager dans cette voie. Parce que c'est comme ça qu'on sera de plus en plus nombreux. Et quand on est une entreprise comme Aigle et qu'on décide de faire sa transition, comment ça se passe en fait? Quelles sont les premières personnes qu'on va voir? Où sont les leviers, les freins les plus importants, ceux qui adhèrent le plus? Enfin, voilà, tout en gardant la confidentialité de ce qui se passe au sein de la structure. Mais c'est vrai que pour beaucoup de patrons, beaucoup de TI, quand on n'est pas nécessairement sensibilisé au sujet, ça peut faire peur et on ne sait parfois pas par où commencer. Oui, c'est évidemment une question centrale. Je pense que pour nous, avec mon comité exécutif, puis après avec l'ensemble de nos collaborateurs, il y a une partie qui a été assez naturelle. Parce que le business model de Aigle, son modèle d'affaires, c'est un modèle de valeur. Et c'est vrai que dans le textile, sans être un spécialiste de ces sujets, on peut bien imaginer en regardant où on peut faire ses achats qu'on a un modèle très volumique, beaucoup de produits vendus très très peu cher, dont Aigle ne fait pas partie, et puis un modèle plus de valeur avec plutôt moins de produits, plutôt plus intemporel, vendu un peu plus cher. Et Aigle en fait partie, mais voilà, des entreprises comme Fago, le slip français que vous avez cité tout à l'heure en font partie, puis il y en a plein d'autres, heureusement. Donc nous, on fait plutôt partie évidemment de cette deuxième catégorie. Et donc en se penchant sur l'histoire de la marque, il nous a paru assez naturel de renforcer des engagements qui étaient déjà présents. Si on a un business model complètement opposé, pas du tout vertueux, c'est évidemment plus difficile de faire une transition. Pour nous, la difficulté n'était pas tant dans le business model que dans le fait de s'engager. Parce que l'engagement, ne serait-ce que vous parler aujourd'hui, c'est une exposition. C'est une exposition pour le dirigeant, et c'est une exposition pour la marque aussi. Et donc, la difficulté, elle est là, c'est de se dire, voilà, on va s'engager, donc on va s'exposer. Donc, il faut plus de transparence, être prêt à dire ce qu'on fait bien, mais aussi ce qu'on fait moins bien. Et donc, pour ça, il faut avoir une trajectoire. Et donc, pour répondre à votre question, la première étape, je pense que ça a été de définir la stratégie et ensuite de mesurer. Assez vite mesurer, parce que les chiffres, ça rassure. Et donc, nous, très vite, on a mesuré notre impact carbone Scope 3, Science Based Target, pour ceux qui sont un petit peu plus sur ces sujets, avec Good Planet. Et puis, du coup, on a mesuré une baisse de l'impact carbone qui correspond au fait de rester à notre échelle sous la barre des 1,5 degrés. Et à partir de ça, on a construit l'ensemble de l'écosystème stratégique qui a finalement découlé sur ce qu'on fait sur la marque et ce qu'on en dit, sur les produits, mais aussi sur l'ensemble des départements de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, une fois qu'on a une trajectoire, et bien finalement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé chez nous, la plupart des collaborateurs se l'approprient et dans leur propre département, même quand ils sont très éloignés du produit ou de la marque, finalement, font des changements qui vont être vertueux. Justement, ça m'inspire une question ou une remarque. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est suffisamment clair, ces engagements, du point de vue du consommateur, et que ça génère de la préférence de marque, ou est-ce que vous attendriez de l'État ou d'un mouvement comme le nôtre de créer un label vraiment emblématique qui certifie sur le packaging, quelque part, de façon très visible et très ludique, ces engagements différenciants de la marque de côté? Alors bien sûr, ce serait hyper utile d'avoir un label parce que d'abord, on est dans un monde où la communication va très vite, quelle qu'elle soit. On a finalement beaucoup d'informations, peu de bandes passantes pour chacune. Donc, on n'a pas toujours le loisir d'expliquer comme voilà, de partager, comme je suis en train de le faire aujourd'hui avec vous, l'ensemble des engagements. Et puis parce que c'est important d'être lisible en fait. La difficulté réside dans la justesse de l'index évidemment et on l'a vu en fait sur les premières initiatives sur l'affichage environnemental sur le textile, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on va favoriser? Est-ce qu'on va favoriser la durabilité? Évidemment pour nous chez Aigle c'est très important parce que nos produits, je voyais en arrivant ici à Change Now un jeune homme dans la rue qui portait une parka de 1990 très très typique de Aigle. Il était bien évident qu'il l'avait acheté en seconde main et je me suis fait la réflexion en me
disant elle est nickel. Voilà, nos produits sont faits pour durer, mais ça veut dire que par exemple, quand on les produit, ils sont plus épais. Donc, dans le score, qu'est-ce qu'on mesure? Donc, la question de la justesse de l'index est très importante et c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à privilégier un index assez large, hein, comme celui que vous avez commencé à mettre en place au mouvement Impact France, parce que je crois qu'il faut ne pas être uniquement dans quelque chose de très resserré sur le carbone, par exemple, mais avoir quelque chose de plus holistique, ce qui permettrait d'être plus juste. Et c'est d'ailleurs le cas de l'index Pénicaud, hein, dont on parlait au départ. Il est assez large, finalement, avec 5 critères. C'est ce qui lui permet sans doute d'être équilibré. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, on nous a beaucoup posé la question dans le chat des types de politiques publiques en fait qu'on défend, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du rôle de l'État. Donc, effectivement, pour un rappel, au mouvement Impact France, on a porté à plein de moments des politiques publiques incitantes en faveur de la transition des entreprises. Donc, pour nous, en fait, ça doit passer déjà par des incitants au sein de l'entreprise. On sait que le compte de résultat de l'entreprise n'est pas le même en fonction de s'il produit en local ou s'il produit ou s'il délocalise, en fonction de s'il il partage bien sa valeur, en fonction des écarts de rémunération au sein de l'entreprise, en fonction de la pérennité de ses contrats. Donc pour nous, c'est très important déjà d'agir au sein du compte de résultat de l'entreprise. Et ça peut passer notamment par une fiscalité à différents niveaux avantageuse. Donc on a défendu avec le mouvement Impact France la baisse des impôts de production, quand l'entreprise a un meilleur index du coup social écologique. On a défendu également la baisse de l'impôt sur les bénéfices. On a défendu également une fiscalité avantageuse sur les cotisations, etc., si tant est que certains objectifs sociaux étaient atteints. Donc voilà, on peut travailler au niveau de la fiscalité de l'entreprise. On peut travailler au niveau de la fiscalité qui est liée à l'investissement. Aussi, avec du coup des investissements moins fiscalisés quand on investit dans une entreprise qui répond à des critères socio-écologiques, donc à un niveau d'index élevé. Et puis, on peut agir au niveau du consommateur. Donc ça, c'est un gros plaidoyer sur lequel on travaille depuis un moment, hein, qui pose pas mal de problèmes, mais c'est comment est-ce qu'on travaille sur une TVA avantageuse pour les produits locaux, parce qu'on sait que ça coûte plus cher d'acheter un produit plus vertueux. Donc effectivement, on a travaillé à des niveaux de TVA en fonction de la soutenabilité du coup selon l'index des produits. Et également, donc ça c'est toutes les politiques fiscales, mais on a travaillé aussi à des politiques publiques et d'investissement pour effectivement aller dans le sens de ce qui a été dit doublement par Sandrine Conseiller et Pascal Demurger, en fonction effectivement de si une entreprise est vertueuse, de la privilégier, notamment sur certains marchés publics, ou de pouvoir avoir une éco-conditionnalité des investissements à différents niveaux. Au niveau, à chaque fois quand l'État est exposé, par exemple, donc au niveau du PIA, qui est une structure attachée au Premier ministre qui investit dans l'avenir. Donc l'avenir, pour nous, l'idée sociale et écologique. Ou dans l'APE. L'APE, c'est l'Agence des participations de l'État, donc tous les investissements directs de l'État. Ou encore chez BPI. BPI, qui est un organe effectivement public-privé, mais qui quand même doit suivre la politique d'investissement de l'État, ou encore la Caisse des dépôts. Donc, en réfléchissant à tous les niveaux. Et puis, en créant des statuts spécifiques. Donc, comme on a fait sur l'innovation avec la GEI, en ayant un statut spécifique pour une fiscalité européenne, où là, on défend une taxe carbone aux frontières, etc. Donc, Jean, j'ai vu qu'il y avait effectivement un sondage qui avait été fait autour de l'index pour savoir si les gens étaient favorables. Ouais, il y a un gros débat. Je suis un peu embêté parce qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage clairement, donc ça va être compliqué d'arbitrer. Non, c'est une blague. On est à 100% de. Bon, il y a que 10 votes, hein, donc on va baisser le chauffage, mais il y a 100% de personnes parmi les votants qui sont en faveur de la création d'un index social et écologique. Donc voilà, c'est très bien. Vous êtes dans la lignée de ce qu'on défend et on est heureux que ces sujets-là prennent de l'ampleur et fassent consensus. On ne peut pas faire plus de consensus que 100%, donc c'est très bien. Moi, j'ajouterais juste par rapport à ce que tu as dit, effectivement, je suis tout à fait partisan de mettre à la fois de la contrainte et de l'incitation, donc à la fois la carotte et un bâton, c'est le rôle de l'État, encore une fois dans la logique locomotive de tête, et puis pour les plus engagés, les plus militants, continuer à les pousser, et puis voiture balai pour les gens qui sont les plus récalcitrants, donc ça c'est clair que c'est le rôle de l'État, mais je pense aussi, je voulais me rappeler que
ces modèles-là, ils ont des caractéristiques et des avantages intrinsèques qui sont dingues, hein, en tout cas, notamment sur la partie marque employeur. Le fait d'avoir une mission forte, de la porter avec conviction et de la défendre au quotidien, c'est évidemment un gros aimant, un talent, un gros potentiel d'attraction et de rétention des gens. C'est autre chose de bosser pour Egg que de bosser pour un concurrent que je ne citerai pas. Ça attire de plus en plus de financeurs. Alors, à la fois toute la dynamique ESG, ISR, mais aussi la finance responsable, la finance durable, la finance verte, la finance solidaire, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, de plus en plus de fonds vont, par conviction ou par contrainte, financer des entreprises à impact. Donc, je pense que il y a une bataille des talents, bataille du financement, et puis je pense que les consommateurs, on en a parlé, effectivement, on aimerait que ce soit encore plus clair et que les gens puissent vraiment utiliser leur carte bleue comme un bulletin de vote et choisir ce qu'ils veulent voir dans les rayons et sur les sites internet, et c'est de plus en plus le cas. Donc, plus les boîtes seront engagées, plus elles fidéliseront des consommateurs et plus elles généreront de la préférence. Donc, il y a des atouts qui sont limite autoporteurs, on n'a pas besoin de mettre plus de contraintes que ça. Je pense que les planètes s'alignent et évidemment, les modèles qu'on défend sont les modèles de demain pour toutes ces raisons-là, et d'autant plus qu'avec une nouvelle génération qui prend le pouvoir dans les entreprises et les jeunes boîtes, ça ne doit faire que s'accélérer. Est-ce que c'est le moment des questions-réponses? Oui, on a pas mal de questions. Si tu veux en choisir une à laquelle répondre, qui ont été partagées avec le public. Alors, allez, je peux prendre une question qui est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Merci pour cette question, c'est une très bonne question. Mais qui est une tarte à la crème, mais c'est important de la reposer et de la dérouler. Donc, c'est celle de la fiscalité incitative. Et la question, en l'occurrence, c'est pourquoi la mise en place d'une fiscalité incitative est-elle si longue à venir? Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui bloque du côté des pouvoirs publics? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, d'une part, le processus budgétaire est très long. C'est un arbitrage qui se fait entre Bercy, le ministère concerné, donc là en l'occurrence ce serait peut-être l'écologie, l'environnement, et puis l'arbitrage du Premier ministre, voire du président parfois. Donc il faut aligner pas mal de planètes avec des intérêts parfois divergents entre le maintien d'une doxa budgétaire et puis des encarts pour défendre des niches fiscales ou pour défendre des incitations. Ça, c'est au niveau français, mais très souvent, ces combats-là, ils se jouent non plus en France, mais ils se jouent au niveau européen, et notamment le sujet de TVA. Donc, au mouvement Impact France, on milite depuis quelques années pour la mise en place d'une TVA réduite, qui serait de l'ordre de 5,5%, comme dans la restauration, pour les produits responsables, donc locaux, circuits courts, reconditionnés, réemploi de seconde vie. Et ça, l'arbitrage, il se fait pas malheureusement en France. Il se fait à l'étage au-dessus. Donc, c'est ça qui fait que ça prend du temps. Il y a une partie de la souveraineté fiscale qui a été donnée à l'Europe, et donc ça prend plus de temps. Voilà ce que je peux vous dire, mais sinon, on continue à pousser, donc on espère avoir des bonnes nouvelles, mais c'est sûr que ça ne se fera pas en un seul exercice budgétaire. Souvent, ça relève plutôt de la programmation pluriannuelle. À toi, Eva. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question? On a une question sur la communication de marque. Ça, on l'a dit, hein, je pense que c'est un équilibre à trouver entre ne pas faire de greenwashing, de social washing, d'impact washing. Donc, trouver le ton juste. Je trouve que moi, une valeur qui fonctionne bien de manière générale, et qu'on prône d'ailleurs au mouvement Impact France avec l'Impact Score, c'est celle de la transparence. Donc, ça ne sert à rien de vouloir dire qu'on est les meilleurs, qu'on est parfait, qu'on est 5 étoiles sur tous les sujets. Je pense que ça a été un discours de marque et de communication très à la mode pendant les années passées, 90-2000, mais je pense que maintenant, il y a une vertu à reconnaître ses faiblesses, ses zones d'amélioration, ses axes de travail. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait avec l'Impact Score. Hein. Le but, c'est pas d'être à 100% sur tous les piliers qu'on a décrits, et sur les 20 indicateurs. C'est juste de dire, bah voilà, là, on est fort, là, on doit progresser. Et on s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Et donc, chaque année, on progresse et chaque année, on travaille un sujet. Et je pense que la communication, si elle est réussie, elle peut retranscrire ça, à la fois les engagements sincères, la prise de conscience que tout n'est pas toujours nickel. Et je pense que c'est une bonne pratique, en tout cas. La transparence, de manière générale, dans notre écosystème, c'est une valeur qui, je trouve, est clé. Et la dynamique d'amélioration continue, portée, sincère, est aussi dans la bonne direction. Donc voilà mes 2 conseils pour les communicants. Eva, est-ce que tu es de retour? Sinon, je propose qu'on passe à la conclusion, parce qu'on n'est pas loin de la fin du débat.
Je vais faire. Il y a un petit couac de fin, mais c'est pas grave. C'était un très beau débat. En tout cas, moi, ce que je peux dire en conclusion, c'est que déjà, d'une part, je suis très fier et très heureux d'être à la tête de ce mouvement, et puis encore plus avec Eva et puis toute l'équipe qui est derrière, Caroline. Je pense qu'on a une grosse ambition qui a bien démarré, mais le plus dur est devant nous très clairement. On est dans cette logique de bascule des pionniers à la norme. Il faut qu'on arrive à polliniser l'économie réelle. C'est-à-dire, on a gagné la bataille des pionniers. On a montré qu'on était plusieurs, notamment tous les plus militants du départ, à prouver, à démontrer par la preuve qu'une autre forme d'entreprise était possible, une autre forme de gouvernance. Et maintenant, l'enjeu, c'est de contaminer positivement, de polliniser l'économie traditionnelle, d'aller chercher des grands groupes. Donc, très content pour ça d'avoir à nos côtés des gens aussi emblématiques et aussi inspirants que Sandrine et Pascal, parce que c'est avec ce genre de grosses entreprises, de grosses structures, qu'on va démontrer que notre modèle n'est plus un modèle du hurluberlu, mais est un modèle qui devient dominant et qui remplace, ou qui démode l'ancien monde, sans agressivité et sans compétition, mais juste, voilà, on met en place une nouvelle norme, un nouveau standard, et on espère que ça va inspirer toutes les générations futures. On en est sûr. Donc voilà, je vais clôturer comme ça. Je crois qu'Eva est revenue, mais moi j'aimerais faire un appel à nous rejoindre, puisque on est un beau mouvement et on a toujours besoin de plus d'adhérents pour porter la parole, être plus crédible, être plus entendu, commencer à peser aussi gros qu'un MEDEF, qu'une CGPME, qui sont aussi des alter ego, hein, qui ont des moyens et un ancrage fort. Donc voilà, plus on sera de fous, plus on pourra peser et porter des messages qui seront entendus au plus haut niveau, de l'État comme des entreprises, et plus on gagnera la bataille de la transition sociale et environnementale que l'on souhaite tous. Eva, tu es de retour? Oui, pardon, j'avais pas vu que ça avait coupé, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, je suis navrée. Oui, bah, merci beaucoup Jean pour cette belle conclusion. C'est évident et je vais me permettre de conclure en même temps en répondant aux questions, mais c'est un peu la même question, c'est qu'il y a une question qui était pour motiver les actionnaires et en même temps tous les cas qui feront que nos entreprises ne seront pas résilientes si elles n'intègrent pas ces critères. Il y a des risques physiques, des risques sociaux. Et aujourd'hui, on sait que dans un environnement pas sain, une entreprise ne peut pas bien se développer. Et que même si effectivement les actionnaires finalement peuvent avoir le final cut, comme vous dites, ou que la puissance publique n'a pas de visibilité sur l'intérêt financier à court terme qu'elle a, que ce soit la puissance publique, elle a des coûts évités énormes, elle, à favoriser ce type d'entreprise, parce que ça fait de l'emploi local, parce que finalement, une entreprise qui émet peu, ça me donne une meilleure note carbone à un État. Ça propose des emplois qui sont plus pérennes, c'est un meilleur scénario de vie en fait. Il faut reconsidérer et repositionner le paradigme en fait aussi hein, de la réussite d'une nation. Donc c'est ce modèle qu'il faut défendre. Et puis vis-à-vis des actionnaires, il faut leur dire que dans un monde à 1,5 degré, on ne pourra pas de toute façon continuer à avoir des entreprises qui utilisent des ressources qui n'existent plus et qu'il faut prendre le train en marche maintenant, arrêter d'avoir peur, sortir la tête de la caverne ou de la terre, hein, ça dépend de quelle analogie on préfère, mais pour voir réellement le futur et inscrire son entreprise dans une dynamique soutenable, dans une dynamique du futur. Donc c'est vraiment une temporalité à repenser, que ce soit pour la puissance publique ou pour les actionnaires, pour pouvoir réellement opérer ce paradigme-là et proposer une société dans laquelle on a envie de tous vivre. Et puis pour finir, vos questions sont un parfait moyen de finir. On aimerait avec Jean et avec l'ensemble du mouvement Impact France, hein, que ce soit en fait l'intérêt général qui prime sur la décision de nos politiques publiques. Si on fait ce travail, c'est pour créer en fait cette communauté d'entrepreneurs engagés. Donc on vous invite à rejoindre et puis surtout dresser un futur dans lequel l'économie est vertueuse et qu'en fait on ait des lobbies maintenant d'intérêt général et qu'on arrête avec le corporatisme ou défendre son petit secteur, mais qu'on ait des acteurs qui soient capables de porter une vision pour le futur et un conseil prioritaire qu'on donnerait aux entrepreneurs, déjà c'est effectivement de nous rejoindre, mais surtout de développer en fait des entreprises dans lesquelles eux ils pourraient vivre en tant que salariés ou dont en fait si on imaginait cette entreprise dupliquée à l'échelle de l'économie, dans laquelle ils aimeraient que leurs enfants vivent. Et en fait,
finalement, l'impact aussi, c'est souvent une question d'honnêteté intellectuelle et qu'il faut vraiment aujourd'hui avoir parce que c'est aussi un modèle dans lequel on est plus heureux, pour être tout à fait honnête. Donc, voilà, merci à tous. Merci Jean, merci Change Now pour l'organisation de cette conférence. Merci à Sandrine, conseiller qui incarne parfaitement ce qu'on peut faire en tant que ETI, et Pascal Demerger, je crois qu'il est parti. Merci beaucoup et puis à très bientôt au sein du mouvement ou ailleurs.